Je m'appelle Caleb Vance, j'ai 34 ans, et j'ai bâti ma carrière dans la technologie de défense classifiée, principalement dans les coulisses. Jamais tape à accent grave-l'œil, mais profondément respecté par ceux qui savaient. Mon silence n'a jamais été une faiblesse. C'était un protocole de sécurité. Si vous vous êtes déjà senti invisible tout en portant le poids le plus lourd, cliquez sur le bouton « J'aime ». Si cette quête de justice silencieuse et de limites résonne en vous, abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur les vérités cachées qui changent tout. J'ai bâti ma carrière dans la technologie de défense classifiée, principalement dans les coulisses, jamais tape à accent grave-l'œil, mais profondément respecté par ceux qui savaient. Mon silence n'a jamais été une faiblesse. C'était un protocole de sécurité. Si vous vous êtes déjà senti invisible tout en portant le poids le plus lourd, cliquez sur le bouton « J'aime ». Si cette quête de justice silencieuse et de limites résonne en vous, abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur les vérités cachées qui changent tout. Pendant des années, j'ai soutenu ma famille, payant discrètement les factures, corrigeant les mémoires de fin d'études de Sarah, aidant sans jamais qu'on me le demande 2 fois. Mais quand ils se sont moqués de moi à ce dîner de famille, quand ils m'ont traité de bon à rien en face, c'était l'indignité finale qui a mené à ce moment fracassant. Le silence soudain et stupéfait après que le major Ethan Cole m'a salué n'était pas une question de respect professionnel. Il s'agissait de l'effondrement d'une fiction soigneusement construite. Je suis l'aîné de 3 enfants. Notre famille fonctionnait selon une hiérarchie claire, bien que tacite. Le succès avait une certaine apparence. Des badges, des médailles, des diplômes encadrés et des bordures dorées. Si vos réussites ne pouvaient pas être annoncées lors d'un dîner ou exposées sur une cheminée, elles ne comptaient tout simplement pas. Mes parents ont établi cette norme très tôt. Papa a servi 22 ans dans l'US Air Force, prenant sa retraite avec les honneurs, et maman était administratrice dans une école privée compétitive. Ils prenaient tous deux la discipline, la structure et le genre de succès que l'on pouvait littéralement saluer. Mon frère Ryan a complètement adopté ce moule, entrant dans les forces de l'ordre dès sa sortie du lycée. Il portait l'uniforme, conduisait la voiture de patrouille et apportait son badge à chaque Thanksgiving comme si cela faisait partie du code vestimentaire. Il n'était pas intellectuellement brillant, mais il correspondait au rôle. Des épaules larges, une poignée de main ferme, des réponses simples. Nos parents le célébraient chaque fois qu'il franchissait la porte. Ma sœur Sarah a maîtrisé le jeu sur le long terme. Que des A, capitaine de l'équipe de débat, gouvernement étudiant. Elle a obtenu une bourse complète pour un programme d'études supérieures de premier plan, puis a épousé un officier de carrière de l'Air Force, Ethan Cole, qui collectionnait les promotions comme des jalons. Mes parents étaient tellement impressionnés par l'uniforme de classe à que je crois qu'ils auraient payé pour ce mariage, peu importe qui elle aurait choisi. Et puis il y avait moi. J'ai étudié l'informatique et l'ingénierie, mais j'ai évité le circuit des universités d'élite de la côte et au profit de stages dans des startups de défense de niche. J'ai terminé mes études discrètement, sans cérémonie, sans toc, sans toge, juste un PDF numérisé et un identifiant. De là, je suis passé à la recherche, un peu académique, principalement paragouvernementale et classifiée. Les accords de non-divulgation se sont accumulés jusqu'à ce que je commence à rêver en texte expurgé. C'était du bon travail, impactant et lucratif, mais totalement sans importance à la maison. Que fais-tu exactement déjà ? A demandé maman une fois, les yeux plissés comme si elle cherchait un titre reconnaissable imprimé sur ma peau. Rien que tu ne reconnaîtrais, ai-je répondu, ce qui était la réponse la plus sûre et la plus précise. Leur dire que j'avais développé les protocoles de cybersécurité protégeant le réseau énergétique régional ne les aurait conduits qu'à me demander pourquoi je n'avais pas simplement rejoint l'armée. Je n'avais sincèrement pas envie de leurs applaudissements. Mais le problème n'était pas leur ignorance. C'était leur déni actif. Ils ne se contentaient pas de m'ignorer. Ils réécrivaient activement mon histoire. Je suis devenu le fils qui ne s'est jamais installé. Lors des dîners de famille, ils se concentraient sur les rotations internationales de Sarah et les promotions de Ryan au commissariat. Quand ils en venaient à moi, l'air devenait silencieux. « Tu travailles toujours à la maison ?» demandait papa. « Toujours consultant ?» J'utilisais ce mot, consultant, parce que je ne pouvais pas exactement leur dire que j'avais été envoyé en Virginie du Nord, Nova, 2 fois l'année dernière pour briefer un groupe de travail conjoint sans enfreindre la loi fédérale. Les années de mépris se sont accumulées. J'ai cessé d'attendre de la compréhension, mais je n'ai jamais cessé de me présenter. Quand la conduite en état d'ivresse de Ryan s'est compliquée,
j'ai viré l'argent de la caution avant que quiconque ne décroche le téléphone. Pas de merci. Quand le mari de Sarah a été déployé dans une zone de responsabilité dangereuse, à eau et sans com, et qu'elle a eu une crise de panique pendant ses examens finaux, j'ai passé 3 nuits à réécrire ses mémoires pour qu'elle puisse obtenir son diplôme avec mention. Son discours de remise des diplômes ne m'a pas mentionné. Quand l'assurance de maman a refusé de couvrir une intervention chirurgicale majeure, laissant un trou de 9 000 $, je l'ai payé la même semaine. Elle n'en a plus jamais parlé. Je ne le faisais pas pour être crédité. Je le faisais parce que je croyais que c'était ce que signifiait la famille. Je ne voulais tout simplement pas devenir aussi froid et transactionnel qu'eux. Mais le fossé s'est creusé jusqu'à ce que leur mépris désinvolte devienne une hostilité pure et simple. Ryan a plaisanté assez fort pour que toute la pièce entende. Certains d'entre nous doivent se lever pour un vrai travail le matin. Maman a validé cela avec un rire. Papa a commencé à m'envoyer des offres d'emploi par email, des postes de débutants pour lesquels j'étais surqualifié depuis une décennie. Le silence de Sarah était le pire. Elle a cessé de m'inclure. Pas de fête prénuptiale, pas de dîner de promotion. J'ai appris sa grossesse par le biais d'un message sur les réseaux sociaux d'un cousin. Le schéma était indéniable, si vous manquiez de références visibles, vous étiez effacé du récit familial. Pourtant, j'ai continué à revenir, jusqu'à ce dîner fatidique où leur récit s'est finalement brisé. La première fois que j'ai réalisé que les choses avaient changé, c'était à Thanksgiving. J'avais conduit 2 heures sous la pluie pour arriver à l'heure. Je suis entré avec une bouteille de vin et mon espoir habituel que cette année serait peut-être différente. Ce ne fut pas le cas. Ils en étaient déjà à la moitié de leur verre. Le mari de Sarah, le major Ethan Cole, se tenait près de la cheminée en uniforme complet. Tenue de service bleu, ruban, chaussures cirées. L'ensemble ressemblait à une photo promotionnelle pour l'Air Force, sauf que cela se passait dans notre salon. Papa était juste à côté de lui, racontant l'histoire du dernier déploiement d'Ethan comme s'il y avait été lui-même. Médaille de l'air avec dispositif de valeur, a-t-il dit, la voix pleine de fierté. Mon gendre ne bronche pas quand les choses deviennent sérieuses. Il lui a tapé dans le dos, les yeux balayant la pièce pour s'assurer que tout le monde était impressionné. Je me tenais juste derrière le porte-manteau, tenant toujours le vin. Personne n'a remarqué que j'étais là. Finalement, maman m'a repéré et m'a fait signe de venir. Te voilà. On allait justement manger. Pas de « bonjour ». Pas de « comment s'est passé le trajet ?» Elle a montré la cuisine du doigt. Pose ça sur le comptoir, veux-tu? Le dîner a été bruyant, comme toujours. Tout le monde parlait en même temps. Mise à jour de carrière, projet de bébé, diatribe politique. Je me suis assis entre l'oncle Marx et un des copains de lycée de Ryan qui n'avait apparemment nulle part où aller. Quand j'ai essayé de me joindre à la conversation, Ryan m'a coupé avec une blague. Alors, toujours au chômage ou juste entre 2 pauses café. Ça a fait plus mal que ça n'aurait dû. Je n'ai même pas eu le temps de répondre avant que maman ne rie et dise, Ryan, de ce ton peu convaincu qu'elle utilisait quand elle ne voulait pas vraiment qu'il s'arrête. J'ai bu une gorgée d'eau. Personne ne l'a corrigé. Personne n'a demandé ce que je faisais vraiment, ce qui à l'époque était de travailler sur une évaluation de menaces classifiées pour un grand entrepreneur de la défense. J'avais passé 3 nuits blanches cette semaine-là, mais pour eux, c'était comme si j'avais regardé Netflix en pyjama. Sarah n'a rien dit, s'est juste concentrée sur la découpe de sa dinde en bouchée parfaite pendant qu'Ethan hochait la tête au récit de papa sur les histoires de guerre de quelqu'un d'autre. J'ai traversé le repas sans craquer. J'ai aidé à débarrasser, j'ai fait la vaisselle, je suis même resté pour la tarte. Quand je suis finalement parti, il pleuvait à nouveau. Tout le long du trajet, j'ai pensé à la facilité avec laquelle il m'avait traité comme un meuble, présent, mais ne faisant pas partie de la scène. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où mes parents posaient des questions, même s'ils ne comprenaient pas les réponses. Mais quelque chose a changé quand Sarah s'est mariée. Soudain, son mari est devenu la référence. Il avait les médailles, la discipline, le respect. Et même si j'en savais plus sur l'infrastructure de la sécurité nationale que n'importe qui d'autre à cette table, rien de tout cela ne comptait à moins d'être accompagné d'un salut. Maman a commencé à m'inviter moins. Je n'ai pas reçu d'invitation pour le dîner de promotion de Sarah. Je l'ai seulement appris parce qu'un collègue a posté des photos. Sarah dans une robe élégante, debout à côté d'Ethan et d'un petit groupe d'amis dans une salle de banquet d'un country club. Mes parents y étaient aussi.
Ainsi que Ryan. Mon nom n'était même pas mentionné dans la légende. Au début, je me suis dit que c'était un oubli. Les gens oublient des choses. Les plans changent. Mais ensuite, c'est arrivé à nouveau. Brunch familial pour l'anniversaire de papa. Je l'ai appris la veille, quand Sarah a envoyé un texto demandant si je venais finalement. J'ai fait défiler en arrière. Pas d'invitation précédente, pas de préavis. Quand j'ai répondu que je ne savais pas que cela avait lieu, elle a envoyé un emoji pouce levé. C'est tout. Je me suis quand même présenté, je me suis assis au bout de la table et j'ai eu une conversation polie avec des cousins que je connaissais à peine. J'ai regardé mon père déballer une plaque d'Ethan, quelque chose de son dernier déploiement. Il y était écrit « Honneur, courage, engagement ». Papa a eu la gorge serrée. « Cela signifie beaucoup », a-t-il dit, serrant la main d'Ethan comme s'il l'avait élevé lui-même. Je lui avais apporté une première édition signée d'un livre d'histoire navale qu'il citait tout le temps. Il l'a ouvert sans commentaire, l'a mis de côté et est passé au cadeau suivant. Ryan a fait une blague sur le fait que certaines personnes achètent des cadeaux, d'autres collectionnent la poussière. Un autre rire. Un autre moment où j'ai disparu à la vue de tous. Ethan ne s'est jamais joint à eux, mais il n'est pas intervenu non plus. Il était toujours poli, mais distant, comme s'il attendait que je m'explique. Il a demandé une fois en passant, « À quoi ressemble ton quotidien ?» Je lui ai donné une réponse générique. Il a hoché la tête, a dit, « Ça a l'air intéressant », et en est resté là. Je ne pouvais pas dire s'il ne s'en souciait pas ou s'il essayait de ne pas dire la mauvaise chose devant ma famille. De toute façon, ça n'avait pas d'importance. Le mal était fait. J'ai cessé d'attendre de la chaleur. J'ai cessé de penser qu'il demanderait. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas qu'il ne comprenait pas ce que je faisais. C'était qu'il ne voulait pas comprendre. Ils avaient la version de moi qu'ils préféraient, sans direction, sans but, vaguement au chômage, et ils s'y tenaient. Cela correspondait mieux à leur récit. Ryan s'y est complètement investi. Il a commencé à m'appeler « consultant » avec des guillemets en l'air. Il a dit aux gens que je travaillais depuis son canapé et que j'étais doué pour les recherches sur Google. À un moment donné, il m'a demandé très sérieusement si j'étais en congé sabbatique d'un véritable emploi. Je ne savais pas qu'on pouvait prendre une pause de ne pas avoir de travail, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pris la peine. Il est devenu plus facile de rester à la maison, de prétendre à des conflits de travail quand les invitations arrivaient, si elles arrivaient. Je me disais que j'étais occupé, et je l'étais. Mais au fond de moi, je ne pouvais tout simplement pas supporter d'être effacé de l'histoire de ma propre famille. Le coup de grâce est arrivé au printemps. Sarah et Ethan organisaient un dîner pour célébrer la nouvelle promotion d'Ethan. Lieutenant-colonel, une grosse affaire. Tenue de soirée, RSVP, traiteur. Je n'étais pas invité. Pas officiellement, pas même par l'intermédiaire de Sarah. Je l'ai appris parce que l'organisateur de l'événement m'a envoyé un texto par erreur. Il m'avait confondu avec le fils d'un collègue de Sarah qui portait mon nom. Le message visait à confirmer le nombre de personnes. Quand j'ai répondu et expliqué la méprise, l'organisateur s'est excusé. « Je pensais que vous étiez l'un des frères », a-t-elle dit. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'y suis pas allé. Je suis resté à la maison ce soir-là, j'ai commandé à emporter et j'ai lu la dernière série d'audits de sécurité interne d'un client sous surveillance fédérale. Un travail qui serait finalement cité dans un briefing politique. Un travail qui comptait. Quand les photos du dîner sont apparues en ligne, je les ai regardées plus longtemps que je n'aurais dû. Ethan en uniforme à nouveau, debout à côté de Sarah dans une combinaison bleu marine sur mesure. Papa portant un toast. Maman les larmes aux yeux. Ryan en arrière-plan avec sa bière et son badge. Tout le monde applaudissant. Je n'étais pas là, mais je connaissais l'histoire qu'il racontait. Le fils responsable, la fille accomplie, le gendre fort, la famille respectable, et moi. Je ne faisais même pas partie de la légende. Le dîner d'anniversaire de Sarah s'est tenu dans un lieu haut de gamme à Georgetown, DC. Le genre avec des sols polis, de hauts plafonds et suffisamment de miroirs pour donner l'impression qu'il y avait plus de monde qu'en réalité. L'invitation était arrivée tard, 2 jours avant l'événement. Un texto de groupe de maman, envoyé plus par obligation que par enthousiasme. J'ai failli ne pas y aller. J'avais un projet à rendre ce lundi-là, une livraison sous accord de non-divulgation avec un calendrier de remise strict, mais quelque chose me disait de me présenter.
Peut-être la curiosité. Peut-être la rancune. Peut-être que je voulais juste voir à quel point j'étais vraiment invisible. J'ai acheté à Sarah un livre relié qu'elle avait mentionné en passant lors d'un appel téléphonique l'année dernière, une des rares vraies conversations que nous avions eues. Je l'ai emballé dans un simple papier bleu sans ruban. Je suis arrivé 15 minutes en avance, je me suis garé au fond du parking et je suis entré comme si je ne le regrettais pas déjà. La salle bourdonnait déjà. De longues tables rectangulaires avec des chemins de table dorés, des plateaux de buffet fumant au fond, une petite bannière près de l'entrée qui disait « Femme de colonel est toujours fabuleuse ». Je ne reconnaissais pas la moitié des gens présents. Des collègues militaires, des pères d'Ethan, des amis de Sarah de l'université. Ceux que je reconnaissais ne semblaient pas avoir remarqué mon arrivée. Maman m'a repéré la première. Elle s'est approchée rapidement, les mains jointes comme si elle organisait un événement pour des donateurs. « Tu es venu ?» a-t-elle dit avec une sorte de surprise qui n'était pas tout à fait positive. J'ai reçu l'invitation, ai-je répondu, en tendant le cadeau. Elle l'a pris sans regarder. Je vais le mettre avec les autres. Puis elle s'est légèrement penchée, baissant la voix. Ne fais pas de cette soirée une histoire sur toi, d'accord? On a déjà assez de profiteurs dans la famille. J'ai cligné des yeux. Pardon, juste comporte-toi bien. Ne sois pas susceptible. C'est la soirée de Sarah. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Ryan est passé, un verre à la main. Regardez qui a enfin quitté son appartement. A-t-il dit avec un sourire narquois. Le bon Ryan est finalement venu. Les mots ont fait plus mal que je ne l'attendais. Surtout parce qu'il ne sonnait pas comme une blague. Même pas une blague paresseuse. C'était désinvolte, méprisant, rodé. Quelques personnes autour de lui ont ri. Pas bruyamment, mais assez. Je n'ai pas répondu. Je suis juste passé devant eux pour trouver une place au bout d'une des tables, derrière un groupe d'invités que je ne connaissais pas. Je suis resté là tranquillement, sirotant un soda plat, écoutant des conversations qui ne m'incluaient pas. Le dîner a été annoncé quelques minutes plus tard. Les gens se sont alignés par grade, presque inconsciemment, famille militaire, invités. J'ai attendu près de la fin, j'ai rempli mon assiette de petites portions et je me suis assis dans le coin près de la fenêtre. J'ai essayé de faire profil bas, de survivre à l'heure suivante, puis de partir. Ethan n'était pas encore arrivé. Tout le monde parlait du fait qu'il venait directement de la base, qu'il serait peut-être en uniforme. Maman l'a mentionné 3 fois. Il a été promu directeur des opérations. Il ne laisse pas n'importe qui prendre ce poste, a-t-elle dit assez fort pour que la moitié de la salle entende. Papa a hoché la tête fièrement. Un officier de ce calibre, ils auraient dû l'accélérer plus tôt. Sarah a rougi de cette manière polie et parfaite qu'elle avait toujours, modeste et satisfaite à la fois. Ce ne sont pas seulement ses médailles, a-t-elle dit. C'est sa façon de diriger. Les gens lui font confiance. J'ai pris une bouchée de salade et je n'ai rien dit. Puis la porte s'est ouverte. Ethan est entré, vêtu de son uniforme officiel de l'Air Force. Des rubans bordaient sa poitrine, des garnitures argentées. La salle s'est tue une seconde, non pas parce qu'ils étaient surpris, mais parce que cela rendait tout officiel. Il a fait quelques pas à l'intérieur, balayant la foule du regard. Puis il m'a vu et s'est arrêté. J'ai cru que je l'avais imaginé au début, mais ensuite il s'est redressé, a ralenti et s'est dirigé vers moi. Je me suis tendu. Quand il a atteint la table, il s'est arrêté à quelques mètres de moi. « Monsieur » a-t-il dit, clair et fort. Puis il a salué. On pouvait entendre des couverts cliqueter. Quelqu'un a halté. Je crois que c'était tante Hélène. Papa a laissé tomber sa fourchette sur son assiette. Sarah, au milieu d'une phrase, s'est figée, la bouche légèrement ouverte. Le salut n'était pas désinvolte. Il n'était pas théâtral. Il était formel, textbook, et il m'était adressé. J'ai hoché lentement la tête. Lieutenant-colonel, ai-je dit, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. C'est sorti plat, instinctif. Ethan a maintenu le salut une seconde de plus, puis l'a baissé, me regardant toujours. Je n'étais pas sûr de vous croiser ici, a-t-il dit doucement. Moi non plus. Il a jeté un coup d'œil au siège à côté de moi. Puis-je? J'ai hoché la tête à nouveau. Il a tiré la chaise et s'est assis. Le bruit dans la salle n'est pas revenu tout de suite. Les gens regardaient toujours, écoutaient,
essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Sarah s'est approchée après une minute, un sourire crispé sur le visage. « Tu as réussi à venir ?» a-t-elle dit à Ethan. « Bien sûr » a-t-il dit, se tournant légèrement sur sa chaise, mais sans se lever. « Je ne voulais pas manquer ta grande soirée. » Elle ne m'a pas regardé, s'est juste penchée, lui a serré l'épaule, puis est retournée vers le bout de la table. Papa ne m'a pas parlé le reste de la soirée. Ni maman. Ryan n'arrêtait pas de regarder Ethan comme s'il essayait de résoudre une équation qui n'avait pas de sens. Je suis resté jusqu'à ce que le gâteau soit servi, j'ai regardé les gens recalibrer lentement leur comportement, rire un peu moins fort, éviter mon regard, chuchoter derrière des serviettes. Je savais ce qu'ils se demandaient. Pourquoi un officier décoré saluerait-il la personne qu'ils appelaient tous un bon à rien? Ethan n'a pas expliqué. Moi non plus, mais je pouvais sentir le changement, un fil se rompre. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas comment parler de moi. Et ce silence valait mieux que toutes les excuses que je n'ai jamais reçues. Je suis parti avant que le gâteau ne soit coupé. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas attendu qu'on me raccompagne. Je suis juste sorti, calme et silencieux, comme si j'étais en retard pour quelque chose de plus important, ce qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait vrai. L'air froid dehors m'a frappé plus fort que je ne l'attendais. J'avais accumulé de la tension dans mes épaules toute la soirée. Je la sentais maintenant comme une douleur sourde le long de ma colonne vertébrale. J'ai traversé le parking sans regarder en arrière. Les clés déjà en main. Personne ne m'a suivi. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et je suis resté assis là 1 minute. Sans pleurer, sans être en colère, juste immobile. Puis j'ai conduit en silence. Pas de musique, pas de GPS, juste le faible bourdonnement des pneus sur l'asphalte et la rediffusion de ce seul mot, monsieur. La façon dont Ethan l'avait dit, comme si cela signifiait quelque chose, comme si cela venait de la connaissance, pas de l'obligation. Je n'en ai parlé à personne par la suite. Pas à mes collègues, pas à mes voisins. Je n'ai pas répondu au texto. J'ai ignoré un appel de maman le lendemain matin. J'ai laissé le message vocal de Sarah aller dans ma boîte de réception. 1 semaine a passé. Puis un texto de Sarah est arrivé. Juste une ligne. Que fais-tu exactement? Pas de ponctuation, pas de salutation. Je l'ai fixé longtemps avant de verrouiller mon téléphone et de le faire glisser sur le comptoir. Je n'ai pas répondu parce que pouvais-je dire? Oh, pas grand-chose. Je gère juste l'exposition au risque pour les systèmes dont l'unité de ton mari dépend pour ne pas se faire tuer. Même cela aurait violé 3 accords de non-divulgation. Ce que j'aurais pu dire, ce que je voulais dire, c'est que j'avais passé les 4 dernières années à soutenir des entrepreneurs de la défense sur des projets dont ils n'entendraient jamais parler. Des systèmes distants, des audits, des tests de vulnérabilité, des simulations d'infrastructures conçues pour évaluer exactement combien de temps une opération critique pourrait survivre à une cyberattaque coordonnée. Le trimestre dernier, j'avais travaillé directement sur un protocole de communication sécurisé que l'équipe d'Ethan utilisait maintenant sur le terrain. Il le savait, pas tous les détails, mais assez. Et quand il m'a vu, il a vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Je n'étais pas seulement le frère aîné de sa femme. J'étais quelqu'un qui avait aidé à le maintenir en vie. Je n'ai pas répondu au message de Sarah parce que j'ai finalement compris qu'une explication ne changerait rien. S'il ne pouvait pas reconnaître ma valeur sans des références estampillées en or, il ne méritait pas d'avoir accès à ce que j'avais construit. Pendant des années, je me suis dit que leur mépris ne me dérangeait pas. J'ai dit que ce n'était pas personnel, qu'ils ne comprenaient tout simplement pas, que je ne pouvais pas attendre de personnes ayant des carrières traditionnelles qu'elles comprennent le travail classifié. Mais ce soir-là, au banquet, en regardant la fourchette de mon père heurter son assiette et le visage de ma sœur se vider de sa couleur, j'ai réalisé quelque chose qui m'a secoué. Je l'avais laissé faire. Pas le manque de respect, c'était à eux de l'assumer. Mais le silence, la façon dont je me suis effacé chaque fois qu'il faisait une blague, réécrivait le récit ou me laissait en dehors des conversations dont j'aurais dû être au centre, cette partie était la mienne. Je les ai laissés parler par-dessus moi parce que cela semblait plus facile que d'essayer de justifier un travail dont je n'avais pas le droit de parler. J'ai joué le jeu des blagues parce que je ne voulais pas commencer des disputes qui n'iraient nulle part. Je les ai laissés m'exclure des choses parce qu'être oublié faisait moins mal qu'être moqué. Mais le silence, avec le temps, est une sorte de permission, et je leur en avais donné beaucoup. Cette prise de conscience m'a habité pendant des jours.
Elle m'a suivi dans mon travail, lors des bilans de fin de soirée avec des équipes distantes et des matinées tranquilles à lire des rapports à la lueur d'un deuxième moniteur. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à tous les moments où j'avais ravalé ma propre valeur juste pour maintenir la paix. Comme la fois où j'ai payé la facture d'hôpital surprise de maman et n'ai rien dit quand elle a remercié papa de s'en être occupé. Ou l'année où j'ai corrigé toute la thèse de fin d'études de Sarah pendant qu'elle disait à nos proches qu'elle l'avait faite toute seule. Ou le jour où Ryan a demandé à emprunter $2000 pour se sortir d'un pétrin et que je les ai virés avant même qu'il ne s'explique. Il ne m'a jamais remboursé. N'en a plus jamais parlé. Dans ces moments-là, je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je ne le faisais pas pour la reconnaissance. Mais quand j'y ai regardé de plus près, la vérité a frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. Je n'avais pas seulement aidé. J'avais auditionné, essayant de gagner une place à une table qui avait déjà décidé que je n'y appartenais pas. Et quand Ethan m'a salué sans fanfare, sans explication, cela a brisé quelque chose. Non pas parce que j'avais besoin de son approbation, mais parce que c'était la première fois depuis des années que quelqu'un dans cette pièce reconnaissait ce que je valais vraiment. Il ne m'a pas salué en tant que frère de Sarah, ou en tant que quelqu'un qui se trouvait là par hasard. Il m'a salué en tant que collègue, contributeur, opérateur silencieux faisant un vrai travail. Ce salut n'était pas pour eux. C'était pour moi, et cela a rendu leur silence plus assourdissant que jamais. Maman a réessayé quelques jours plus tard, a laissé un message sur la façon dont les choses étaient devenues un peu tendues à la fête et que nous devrions peut-être avoir un dîner de famille pour en parler. En parler. Comme si c'était un malentendu. Comme si j'avais pris les choses trop personnellement. Je n'ai pas rappelé. Ryan n'a rien dit. Pas de surprise. Sarah a envoyé un autre message quelques jours plus tard. Ethan ne me le dira pas, mais je pense que j'ai merdé. Juste si tu veux parler un jour. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était même pas une question. Mais je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé parce qu'à ce moment-là, quelque chose avait déjà changé. J'avais passé trop de temps à baisser le volume sur moi-même juste pour rendre les autres plus à l'aise. Et maintenant j'avais fini de parler doucement. La prochaine invitation était pour le brunch de Pâques. Texto de groupe, comme toujours. Maman l'a signé. Bise de la vraie adulte. Comme si c'était une sorte de blague entre nous. Sarah a envoyé un suivi quelques heures plus tard. J'espère que tu pourras venir. Ce serait bien de juste passer à autre chose. J'ai fixé le message pendant quelques minutes avant de verrouiller mon téléphone et de le poser face contre la table. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, un deuxième texto est arrivé. Fais-nous juste savoir d'une manière ou d'une autre. Maman stresse. Pas de ponctuation à nouveau. Comme si chaque demande était à moitié un ordre. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Le matin de Pâques, je me suis réveillé avec des photos sur le fil de la famille. Ryan debout derrière le grill, des pinces dans une main, une bière dans l'autre. Sarah avec son bras autour de maman. Papa dans sa veste de service standard, portant un toast dans le jardin comme s'il organisait un sommet diplomatique. Quelqu'un a légendé, famille forte, tradition plus forte. J'ai mis le fil en sourdine. Au moment où Sarah a texté ce soir-là, avons-nous fait quelque chose de si grave? J'avais déjà fait une promenade, préparé le dîner et terminé de réviser un audit de sécurité de 57 pages pour un entrepreneur privé qui ne connaîtrait jamais mon nom. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas une protestation. Ce n'était pas une punition. C'était une décision. Pendant des années, j'avais gravité autour de gens qui avaient construit une version de moi qui correspondait à leurs besoins. Calme, disponible, toujours en arrière-plan. Utile mais pas visible, capable mais pas tout à fait réussi. Ils avaient besoin de moi petit pour se sentir grand, et je les avais laissés faire. J'ai rendu cela possible en me présentant, en m'adoucissant, en absorbant leurs piques et en souriant lors de dîners auxquels je n'appartenais pas. Je leur ai accordé le bénéfice du doute tellement de fois que j'ai perdu le compte. Mais ce soir-là, après le salut d'Ethan, après le silence stupéfait qui a suivi, j'ai tout vu clairement pour la première fois. Ils ne me comprenaient pas mal. Ils ne se souciaient tout simplement pas de me comprendre. Et cette différence comptait. La prochaine fois qu'une invitation est arrivée, je n'ai même pas ouvert le message. Cette semaine-là, maman a envoyé une photo d'un vieil album qu'elle a trouvé dans le grenier. Regarde ce que j'ai trouvé. Ton projet de science de 5e année. Tu as toujours été notre petit génie.
Aucune mention du dîner d'anniversaire. Aucune reconnaissance de ce qu'elle m'a dit ce soir-là. Juste un souvenir soigneusement choisi, doux et sucré avec les bords poncés. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, Ryan a posté une photo de sa dernière formation professionnelle, équipement tactique, formation d'escouade. Pouce levé. La légende disait, certains d'entre nous sont trop occupés pour la famille, d'autres servent. Les commentaires étaient pleins d'émojis de feu et de « merci pour votre service ». Personne ne m'a mentionné, mais cela ne semblait pas subtil. Je n'ai pas répondu à cela non plus. Puis est venue Sarah. Elle a appelé une fois, je n'ai pas décroché. Elle a texté 2 fois. D'abord, ignorer tout le monde n'est pas une solution. Puis, tu es un peu dramatique. J'ai relu ce deuxième message plusieurs fois. Dramatique était le mot qu'ils utilisaient toujours quand je résistais. Quand je demandais à être traité sur un pied d'égalité, quand je remettais en question la façon dont ils minimisaient mon travail, c'était leur réponse par défaut à l'inconfort. Appelez ça dramatique. Mettez fin à la discussion. Mais cette fois, je n'ai pas discuté. Je ne l'ai pas corrigé parce que je ne leur devais plus d'explications. Une semaine plus tard, maman a envoyé un long message, assez long pour qu'il soit coupé et doive être développé. Il commençait par « La famille reste unie ». Puis continuait en disant que tout le monde faisait de son mieux et que nous ne pouvions pas changer le passé, mais que nous pouvions aller de l'avant. Elle a terminé par « Ne jette pas tout par-dessus bord pour une mauvaise soirée ». J'ai failli rire. Il m'avait effacé des photos de famille, des dîners de famille, des histoires de famille, lentement, régulièrement, pendant des années. Et la seule nuit où quelqu'un d'autre m'a vu pour ce que j'étais vraiment, c'était ça le problème. Je n'ai pas répondu à son message. Je suis retourné au travail. Pendant la journée, j'ai rencontré un entrepreneur de la défense sur une base opérationnelle majeure. Le soir, j'ai interviewé 2 analystes juniors pour un programme que j'avais aidé à concevoir, mais que je ne mettrai jamais sur un CV. La nuit, j'ai rédigé un rapport qui finirait par passer sur le bureau de quelqu'un qui portait des étoiles sur ses épaules. Il ne connaîtrait pas mon nom, mais il suivrait le protocole que j'avais conçu. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était suffisant. J'ai commencé à remplir mon calendrier de choses qui me semblaient réelles, des dîners avec des collègues qui respectaient mon opinion. Des soirées tranquilles avec des gens qui posaient de vraies questions au lieu de réciter des préjugés. Des week-ends qui ne tournaient pas autour de l'attente d'être inclus. L'absence de ma famille n'a pas créé un vide. Elle a créé de l'espace. Cet espace s'est rempli rapidement. Au milieu de l'été, je consultais pour 2 nouvelles entreprises, qui m'ont toutes 2 proposé des offres à long terme. L'une était à distance, l'autre nécessitait un déménagement à travers le pays. J'ai choisi la dernière. Un changement de décor, un changement d'histoire. Quand j'ai annoncé le déménagement sur LinkedIn, le message a reçu plus de 2000 réactions. D'anciens collègues, des mentors, des camarades de classe, tous offrant leurs félicitations. Ryan n'a pas aimé le message. Sarah n'a pas commenté. Maman n'a pas envoyé de message, ce qui m'a tout dit. Une semaine avant le déménagement, une carte est arrivée à mon appartement. Écrite à la main, sans adresse de retour, mais l'écriture était celle de Sarah. Il y était écrit « Je pense que je comprends enfin. Je suis désolé pour toutes les fois où je n'ai pas demandé. Je suis désolé de ne pas avoir vu ce qui était juste devant moi. Je sais qu'il est trop tard, mais je suis fier de toi, et j'espère qu'un jour je pourrai regagner ne serait-ce qu'une partie de ta confiance. » Pas d'excuses, pas de défense, juste ça. Je ne savais pas quoi en faire. Je ne l'ai pas encadré. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai gardé dans le tiroir de mon bureau, sous un carnet rempli de notes classifiées et de listes de choses à faire expurger, parce que peut-être qu'un jour je voudrais la relire. Et peut-être pas. Mais pour l'instant, je me concentre sur la construction d'une vie qui ne dépend pas de permission ou d'excuses. J'ai déménagé sur la côte ouest à la fin de l'été. Nouvelle ville, nouveau contrat, nouveau mur qui ne se souvenait pas de toutes les versions de moi pour lesquelles je m'excusais. L'agence n'était pas glamour de l'extérieur, une disposition de parc industriel. Pas d'enseigne, des tapis gris qui semblaient n'avoir pas été remplacés depuis une décennie. Mais à l'intérieur c'était différent. Des couloirs calmes, des conversations discrètes et des projets qui comptaient d'une manière dont on ne pouvait pas parler à voix haute. J'avais mon propre bureau, pas grand, mais le mien. 3 semaines plus tard,
on m'a demandé de diriger une revue de sécurité spéciale, dans le cadre d'un balayage interne lié à des vulnérabilités que quelqu'un d'autre avait manqué. Nous avions 2 semaines pour faire un rapport. Pas de fuite, pas d'erreur. J'ai fait des journées de 14 heures, je suis resté tard les vendredis, je suis arrivé tôt les dimanches. Personne ne m'a micro-géré. Ils m'ont juste fait confiance pour m'en occuper, et je l'ai fait. Quand le rapport a été soumis, il était propre, hermétique et signalait 3 problèmes critiques que personne d'autre n'avait détectés. 2 de ces problèmes ont été corrigés en 48 heures. Le 3e a déclenché une réécriture de protocole pour toute une division. Mon directeur m'a arrêté dans le couloir le lundi suivant. « On vous fait monter », a-t-il dit simplement. Pas à cause de ce rapport, mais à cause de la façon dont vous l'avez fait. C'est comme ça que j'ai obtenu le changement de titre, conseiller principal des systèmes. Pas mal pour quelqu'un dont le propre frère pensait encore que je travaillais au service client. À l'automne, la rumeur a commencé à circuler. Pas publiquement, pas en ligne, mais au sein de la famille. Apparemment, Ethan avait pris la parole lors d'un autre dîner auquel je n'étais pas invité. Quelqu'un avait fait une blague sur le fait que j'étais trop bien pour le brunch maintenant. Et Ethan est intervenu. « Vous savez ce qu'il fait vraiment, n'est-ce pas ?» a-t-il dit. C'est tout. Juste une question. Je l'ai appris par un cousin qui m'a contacté des mois plus tard. Il a dit que la pièce était devenue silencieuse, que papa n'avait pas dit grand-chose après ça. Ryan, qui remplissait habituellement l'espace de quelque chose de suffisant, serait parti tôt. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. J'ai ressenti quelque chose de plus proche de la neutralité. Ce n'était pas de la vengeance, juste des mathématiques. Il m'avait sous-estimé pendant des années, supposant que le silence signifiait l'insignifiance. Maintenant, l'équation ne s'équilibrait plus, et il ne savait pas comment la résoudre. Pendant ce temps, mon travail continuait de croître. Un ancien collègue m'a recommandé pour un sommet à huis clos, un de ces événements de l'industrie sans site web. Le genre où les téléphones sont scellés dans des sacs opaques et où les participants sont sur la base du prénom. Le panel portait sur l'intégrité de l'information dans les chaînes d'approvisionnement. Je ne me suis pas présenté sous mon nom complet, juste un nom de code et un numéro. Mais après, 3 personnes dans le public sont venues me voir et ont demandé à se connecter. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un marcher sur cette ligne, technique et stratégique avec autant de clarté. Je leur ai donné mon email jetable. 2 mois plus tard, j'ai encadré l'un d'entre eux pour une proposition qui l'a fait embaucher dans l'une des 3 plus grandes entreprises d'analyse de la défense du pays. La même saison, j'ai été invité à un 2e sommet, plus petit, avec des enjeux plus élevés. J'étais la seule personne de moins de 40 ans. Le modérateur m'a présenté en une seule phrase. Son travail empêche les choses de se briser là où ça compte le plus. Cette phrase m'est restée, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Discrètement, sans applaudissements, sans crédit, empêcher les choses de se briser, garder les gens en sécurité même quand ils ne savaient pas qu'ils étaient en danger. Une nuit, au début de l'hiver, je suis resté tard pour examiner un rapport de vulnérabilité qui remontait à un sous-traitant civil. C'était le genre de faille qui pouvait entraîner une défaillance en cascade sur 2 systèmes. Je l'ai signalé, annoté, redirigé vers le bon groupe de protocole. En signant le dossier, j'ai pensé à Ethan, à ce salut. Ce n'était pas une performance. Ce n'était pas de la pitié. C'était la reconnaissance de quelqu'un qui connaissait les enjeux, qui avait vu de première main ce qui pouvait mal tourner quand les gens devenaient trop à l'aise avec le fait de ne pas poser de questions. Ce soir-là, j'ai reçu un email inattendu. Pas de Sarah, pas de mes parents, d'Ethan. L'objet était vide. Le message était court. Je voulais juste que tu saches qu'ils commencent à écouter, lentement, mais ils le font. Il n'y avait pas de signature, pas de suivi. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Plus tard cette semaine-là, j'ai pris un café avec un analyste junior de notre équipe, fraîchement diplômé. Nerveuse de toutes les manières que j'avais été, elle m'a demandé si ça devenait plus facile. Je n'ai pas menti. Ça devient différent, ai-je dit. Et on apprend à faire confiance à son propre poids. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, même si ce n'était pas tout à fait le cas, mais je pouvais voir au bord de la confiance se former ce feu silencieux. Je lui ai envoyé un email de suivi plus tard ce soir-là. Quelques ressources, une recommandation, un message qu'elle pourrait relire quand le travail deviendrait lourd. L'aider me semblait plus gratifiant que n'importe quelle réunion à laquelle je n'assistais pas.
Ce mois-là, j'ai commencé à bloquer 1 heure chaque vendredi pour des séances de mentorat. Rien d'officiel, juste une fenêtre ouverte. Si quelqu'un la réservait, il obtenait toute mon attention. Si personne ne le faisait, j'utilisais ce temps pour écrire. Pas sur la famille, pas sur les blessures, juste sur les systèmes qui fonctionnaient et ceux qui ne fonctionnaient pas. J'ai construit des choses, j'ai renforcé les choses qui comptaient. Et le reste, je l'ai laissé partir. Parce que la transformation n'est pas toujours bruyante. Elle n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice ou des applaudissements. Parfois, elle ressemble à une boîte de réception silencieuse, un fil mis en sourdine, une porte que vous choisissez de ne pas ouvrir, même si vous avez encore la clé. Et parfois, elle ressemble à une pièce vidée à votre propre voix enfin assez forte pour la remplir. C'était presque le printemps quand Sarah a de nouveau contacté. Le message est arrivé un mardi, enfoui sous les emails de travail et les alertes système. L'objet était vide. Le corps disait simplement « Je sais que tu ne me dois pas de réponse, mais je suis désolé pour tout. » Je suis resté avec ça un moment, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais simplement parce que je n'étais pas sûr que cela valait la peine de dire quoi que ce soit. Pendant des mois, j'avais construit quelque chose sans elle, sans aucun d'eux. Et ça a fonctionné. Ma vie était fonctionnelle, pleine. Il y avait des gens en qui j'avais confiance, des routines qui avaient du sens, et un travail qui me respectait sans avoir besoin d'une histoire. Je n'avais pas besoin de Sarah, mais ce n'était pas la même chose que de ne pas m'en soucier. J'ai laissé le message non lu pendant 2 jours. Puis j'ai répondu « De quoi es-tu désolé exactement ?» Elle a répondu le même après-midi. Pas de défense, pas de qualificatif. D'avoir cru ce qu'il était plus facile de croire, d'avoir laissé les gens te minimiser parce que cela rendait nos vies plus confortables. D'avoir ri quand j'aurais dû demander, de ne pas avoir su à quel point tu portais, et de ne pas avoir essayé de le découvrir. C'était la première fois qu'elle disait quelque chose sans se cacher derrière des émojis ou des excuses. Le ton était différent, mesuré, réel. J'ai accepté un appel téléphonique. Nous n'avons pas fixé d'heure. Elle a juste dit, appelle-moi quand ça ne te semblera pas être un fardeau. Je l'ai appelée 2 nuits plus tard. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Silencieuse au début. Je pouvais l'entendre respirer comme si elle ne savait pas par où commencer. J'aurais dû le voir plus tôt, a-t-elle finalement dit. Ethan m'a dit après cette nuit-là, pas tout, juste assez. Je n'ai rien dit. Je voulais qu'elle continue. Il a dit qu'il n'avait jamais vu ce genre de travail en dehors des opérations de combat. Que ton nom était apparu dans des briefings sécurisés. Il ne m'a pas donné de détails. Il ne pouvait pas, mais il a dit que si je savais ne serait-ce que la moitié de ce que tu fais, je ne t'appellerais plus jamais un bon à rien. J'ai laissé échapper un souffle court. Il m'a salué. Je sais, dit-elle. Il n'a pas arrêté d'en parler sur le chemin du retour. Il a dit, tu le méritais plus que la plupart des officiers avec qui il a servi. Il y a eu une pause. Puis elle a ajouté, je ne savais pas quoi faire de ça. Ouais, je m'en doutais. Ça m'a fait réaliser à quel point je me suis souvent appuyé sur la version facile de toi, celle qui travaille juste en ligne ou qui a des projets. Je n'ai jamais posé les questions difficiles. Et quand maman ou Ryan faisait des commentaires, je ne résistais pas. J'ai laissé faire. Je suis désolé pour ça. Le silence s'est à nouveau étiré entre nous. Pas lourd, juste inhabituel. Je ne suis pas en colère contre toi, ai-je dit. Mais je veux que tu saches que je ne suis plus celui que j'étais. Je n'ai plus la bande passante pour gérer le confort des autres. Je comprends. J'ai besoin de limites. Dis-moi ce qu'elles sont. Je les lui ai dites. Plus de pique. Plus de silence quand d'autres me minimisent. Plus de faire semblant que le passé n'est pas arrivé. Si elle voulait construire quelque chose avec moi maintenant, cela devait partir d'ici, pas d'une version édulcorée de ce qui était. Elle a accepté. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas demandé de crédit pour s'être excusée. Elle a juste dit, d'accord, c'est juste. Nous sommes restés au téléphone 20 minutes de plus, nous rattrapant prudemment. Elle m'a dit qu'elle avait commencé à faire du bénévolat pour une organisation à but non lucratif qui aidait les conjoints de militaires à passer à la vie civile. Elle a dit que cela lui avait fait réaliser combien de personnes faisaient un travail invisible dont personne ne parlait. Ça te dit quelque chose ? A-t-elle dit en riant à moitié. Un peu. Après avoir raccroché,
je ne me suis pas senti soulagé ou ému, juste calme, comme si quelque chose avait enfin cessé de tourner. Au cours des semaines suivantes, nous avons parlé de temps en temps. Rien de profond, rien de forcé. Elle m'a envoyé un article sur les femmes dans le secteur de la défense. Je lui ai envoyé un podcast sur la formation au leadership. Nous n'avons pas remué les vieilles blessures. Nous n'avons pas non plus fait semblant qu'elles étaient complètement guéries. C'était prudent, cordial, mais c'était réel. Et le réel semblait être un bon point de départ. À un moment donné, elle a demandé si j'envisagerais de venir à un autre dîner de famille. Pas tout de suite, juste un jour. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. C'est d'accord, a-t-elle répondu. Je veux juste que tu saches que tu serais le bienvenu, même si c'est inconfortable pour tout le monde. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas non plus fermé la porte. Et c'était la différence, parce que pour la première fois, elle n'essayait pas de me ramener dans l'ancien récit. Elle offrait quelque chose de nouveau, de plus petit, d'humble, un espace où je pouvais entrer selon mes propres termes. Plus tard ce mois-là, je lui ai envoyé une photo d'un panel de leadership où j'avais parlé. Moi, debout à côté de 3 autres personnes du domaine, tenant une plaque sans titre, juste des initiales, juste une contribution. Elle a répondu, « Ils ont de la chance de t'avoir. » Je ne m'attendais pas à ce que ces mots signifient grand-chose, mais c'est le cas. Non pas parce que j'avais besoin de validation. J'avais dépassé ça, mais parce que c'était la première fois que je la voyais me regarder sans avoir besoin de se voir refléter. Et cela, enfin, suffisait. De nos jours, ma vie est calme, pas petite. Calme. La différence compte. Je travaille toujours dans le même domaine, je me présente toujours à des réunions où les noms complets ne sont pas utilisés, où la moitié des participants ne sont pas sur papier, où le travail compte plus que le crédit. Certaines semaines sont denses en analyse et en ligne rouge. D'autres sont passées dans des salles de briefing à scruter les angles morts des autres avant qu'ils ne deviennent des titres. J'aime ça. Personne ici ne demande un résumé de CV autour d'un verre. Ils n'en ont pas besoin. Vous gagnez votre place en sachant de quoi vous parlez. C'est tout. Quand je parle, les gens écoutent. Non pas parce que je parle plus fort maintenant, mais parce qu'ils ont appris à ne pas supposer que le calme signifie l'incertitude. La semaine dernière, j'ai formé une équipe de nouveaux analystes, vifs, curieux, pleins de toute l'ambition que je gardais pour moi. L'un d'eux est resté après la fin de la session et m'a demandé si je m'étais déjà senti négligé quand j'ai commencé. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, j'ai juste dit, je confondais le silence avec la paix. Ce n'était pas le cas. C'était un rasoir. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Même si les bords ne l'avaient pas encore atteinte, elle le fera. Mon bureau n'est pas tapa accent Graveleuil. Pas de fenêtre, mais la lumière est propre et le bureau est à moi. Il y a une petite photo encadrée d'un littoral d'un voyage que j'ai fait seul l'année dernière. Et à côté, pliée soigneusement dans le coin d'un tiroir, se trouve cette vieille note de Sarah, toujours froissée, toujours lisible. Nous parlons maintenant de temps en temps. Nous ne sommes pas proches, mais il y a de l'espace entre nous. Encore une fois, un espace réel et partagé, non construit sur la culpabilité, la tension ou la nostalgie, juste un respect mutuel mesuré en petits échanges que nous ne précipitons pas. Elle a cessé de me qualifier de dramatique. Elle a cessé de laisser les autres parler pour moi. Et lorsque nos chemins se croisent, elle écoute d'abord. Je ne suis pas allé à une réunion de famille complète depuis le dîner. Je doute que j'y retourne un jour de la manière qu'ils attendent, mais j'ai vu mes parents une fois, il n'y a pas si longtemps. Ce n'était pas prévu. Je parlais à un panel privé en Virginie du Nord. Petit groupe, participants restreints, principalement des gens de l'agence et des entrepreneurs stratégiques. L'une des coordinatrices logistiques était la fille d'un ancien voisin. Elle a mentionné l'événement à ses parents, qui l'ont mentionné à ma mère. D'une manière ou d'une autre, ils ont découvert que j'y serais. Je suis entré dans le bâtiment ce matin-là comme je le fais toujours, badge en main, note dans mon sac, prêt à expliquer les parties du système que personne d'autre n'avait eu le temps de cartographier. J'en étais à la moitié de mon premier café quand je les ai vus. Mes parents, debout tranquillement près du mur du fond. Ils ne se sont pas approchés de moi, n'ont pas fait de signe, sont juste restés là à écouter. Je ne pense pas qu'ils aient tout compris de ce que j'ai dit, mais ils n'ont pas interrompu. Ils ne sont pas partis plus tôt. Et quand ce fut fini, mon père a attendu que le couloir se vide, puis s'est avancé. « Tu avais l'air d'être à ta place là-haut » a-t-il dit.
J'ai hoché la tête. Je l'étais. Il n'a pas dit grand-chose d'autre. Il a juste hoché la tête à son tour et a dit « Nous ne savions pas, je sais », ai-je dit. C'était ça le problème. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas remué le passé. Mais pour la première fois, il ne m'a pas regardé comme une énigme qu'il devait résoudre. Il m'a regardé comme quelqu'un qu'il devait respecter. Qu'il comprenne le plan ou non. Ryan n'a pas pris contact. Ça me piquait. Maintenant, ça ne me fait plus rien. Certaines personnes construisent leur identité en se tenant au-dessus des autres. Si vous vous retirez de leur fondation, ils ne s'effondrent pas. Ils se démènent juste pour trouver quelqu'un d'autre sur qui marcher. Ce n'est plus mon problème. Et Ethan, nous avons échangé quelques emails, professionnels, parfois personnels. Il m'a demandé une recommandation de ressources. Il a dit une fois qu'un de ses officiers voulait passer au secteur privé et ne savait pas par où commencer. Je lui ai envoyé un nom, puis j'ai ajouté « Et merci pour cette nuit-là ». Il a répondu « Je ne vous rendais pas service, je montrais juste à la salle qui tenait réellement la structure ». C'est ça, le vrai respect. C'est silencieux, mais ça change la température de toute la pièce. Quand je repense à ce dîner, au silence gênant, à la fourchette tombée, aux expressions figées, je ne ressens pas de colère. Je ne me sens même pas triomphant. Je me sens juste sûr que ce moment n'était pas une question de vengeance. Il ne s'agissait pas de quelqu'un qui disait enfin ce que je voulais entendre. Il s'agissait de la vérité qui parlait plus fort que l'histoire qu'ils avaient construite autour de moi. Une histoire où j'étais le sous-performant, l'outsider, l'homme qui travaillait en ligne et qui n'était pas tout à fait à la hauteur. Cette histoire s'est effondrée à la seconde où quelqu'un de leur monde s'est présenté et m'a salué comme si je faisais partie des siens. C'est ce qui a tout changé. Pas le grade, pas l'uniforme, la reconnaissance, la pose, le changement. Parfois, la justice ne se présente pas dans une salle d'audience ou une confrontation. Parfois, elle entre silencieusement, salue la personne que personne n'a remarquée et dit « Monsieur ». Et dans ce silence qui suit, tout se réécrit. Alors non, je ne cherche pas de réunion ou d'arc de rédemption. Je n'essaie pas d'être compris par des gens qui m'ont autrefois appelé un fardeau tout en prenant ce que je leur donnais sans hésitation. Ce que je veux, c'est ce que j'ai déjà. Une vie que j'ai construite sans applaudissements. Une voix que je n'ai pas échangée contre l'acceptation. Et une paix pour laquelle je n'ai pas eu à supplier. C'est ça, pour moi, l'héritage. Pas ce que les gens disent quand vous êtes parti, mais ce que vous portez sans qu'ils aient besoin de le voir. Alors non, je ne cherche pas de réunion ou d'arc de rédemption. Je n'essaie pas d'être compris par des gens qui m'ont autrefois appelé un fardeau tout en prenant ce que je leur donnais sans hésitation. Ce que je veux, c'est ce que j'ai déjà. Une vie que j'ai construite sans applaudissements. Une voix que je n'ai pas échangée contre l'acceptation et une paix pour laquelle je n'ai pas eu à supplier. C'est ça, pour moi, l'héritage. Pas ce que les gens disent quand vous êtes parti, mais ce que vous portez sans qu'ils aient besoin de le voir. La semaine qui a suivi ce dîner a été définie par le silence, suivi du son timide et hésitant de leur prise de contact. Le premier contact a été un texto de Sarah. « Que fais-tu exactement ?» Pas de ponctuation, pas de préambule, juste la question suspendue là comme un fil dénudé. J'ai fixé mon téléphone sur le comptoir où il se trouvait à côté d'un ordinateur portable sécurisé clignotant en vert avec une alerte. J'effectuais un test de vulnérabilité sur les systèmes embarqués d'un client, un travail qui, si je l'expliquais simplement, sauvait des carrières entières, voire des vies. Que pouvais-je même dire? Oh, pas grand-chose. Je gère juste l'exposition au risque pour les protocoles de communication cryptés sur lesquels l'unité de ton mari s'appuie à l'étranger pour ne pas être compromise. Même cette honnêteté désinvolte aurait violé 3 accords de non-divulgation distincts. J'ai verrouillé le téléphone. J'ai réalisé qu'une explication n'aurait pas d'importance. Si la référence de ma valeur était une médaille que je n'avais pas, il ne méritait pas d'avoir accès au plan que j'avais construit. Pendant des années, je me suis dit que leur mépris ne me piquait pas parce que le travail classifié était ésotérique et que les gens avec des carrières traditionnelles ne pouvaient pas comprendre. Mais assis là, regardant le curseur clignotant du texto de Sarah, j'ai finalement vu la distinction. Ils ne me comprenaient pas mal. Ils ont simplement choisi de ne pas me comprendre parce que la version simplifiée et sans but de Caleb correspondait mieux à leur récit. Ce déni était délibéré. Ils faisaient briller leurs propres accomplissements plus forts. Cette prise de conscience n'a pas apporté de colère. Elle a apporté de la clarté.
Le manque de respect était à eux de l'assumer, mais le silence, la façon dont je me suis habituellement effacé lorsque Ryan faisait une blague ou que mon père minimisait mon travail, c'était à moi. J'avais donné la permission. J'ai joué le jeu parce que se battre semblait trop compliqué, trop épuisant, et être oublié faisait légèrement moins mal qu'être publiquement moqué. Le silence, au fil des ans, devient une sorte de consentement, et je leur en avais accordé beaucoup. Je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer tous les moments où j'avais ravalé ma propre valeur juste pour maintenir une paix fragile, la facture d'hôpital de $9000, les 3 nuits à réécrire la thèse de Sarah, l'argent de la caution que j'ai viré à Ryan. Je m'étais dit que je ne le faisais pas pour la reconnaissance. Mais maintenant, la vérité a frappé avec la force d'un audit. Je n'aidais pas seulement, j'auditionnais. J'essayais désespérément de gagner une place à une table qui m'avait déjà unanimement exclu. Le salut d'Ethan ne m'a pas validé à leurs yeux. Il m'a validé à mes propres yeux. C'était la première reconnaissance dans cette pièce que j'étais un contributeur, un opérateur silencieux avec une part dans le jeu. Et cette reconnaissance, donnée sans fanfare, a été la rupture finale du cordon émotionnel. Maman a initié la vague suivante. Quelques jours plus tard, un message vocal est arrivé, empreint d'une chaleur forcée. Elle a suggéré que nous ayons un dîner de famille pour en parler. En parler, comme si c'était un simple conflit d'horaire, comme si j'avais simplement pris les choses trop personnellement. Je n'ai pas rappelé. Ryan est resté prévisiblement silencieux. Sarah a réessayé. Ethan ne me le dira pas, mais je pense que j'ai merdé. Juste si tu veux parler un jour. Ce n'était pas des excuses, pas vraiment, mais c'était une fissure dans son sang-froid. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. J'avais passé trop de temps à baisser le volume sur moi-même pour gérer leur confort. Cette phase était terminée. Le prochain rassemblement familial était le brunch de Pâques. L'invitation était un texto de groupe de maman signé, bise de la vraie adulte. Une blague entre nous qui me piquait mais qui semblait maintenant creuse. Sarah a suivi. J'espère que tu pourras venir. Ce serait bien de juste passer à autre chose. J'ai fixé le message, exigeant que j'ignore l'histoire et que je redevienne leur accessoire accommodant. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, le suivi de maman, fais-nous juste savoir d'une manière ou d'une autre. Maman stresse. La ponctuation manquante donnait moins l'impression d'une demande que d'une directive. J'ai laissé celui-là en suspens aussi. Le dimanche de Pâques, le fil de discussion familiale a explosé de photos, Ryan au grill, papa dans sa veste de service de l'Air Force portant un toast pompeux dans le jardin. La légende disait, famille forte, tradition plus forte. J'ai mis le fil en sourdine. Quand Sarah a texté plus tard ce soir-là, avons-nous fait quelque chose de si grave, j'étais déjà en train de réviser un rapport de sécurité de 57 pages. Il ne s'agissait pas de protestation ou de punition. C'était un choix conscient. Ils avaient eu besoin de moi petit pour se sentir grand, et je l'avais permis en me présentant. Ce paradigme était brisé. Ils ne me comprenaient pas mal. Ils ne se souciaient pas de me comprendre. Cette distinction était tout. J'ai cessé d'accepter les invitations. J'ai commencé à remplacer ce vide familial par un véritable but. Dîner avec des collègues qui appréciaient mon opinion. Des week-ends tranquilles avec des mentors qui demandaient ce que je construisais, pas si j'étais employé. L'absence de ma famille n'a pas créé un vide. Elle a créé de l'espace. Et cet espace s'est rempli rapidement. Je consultais pour 2 nouvelles entreprises, toutes 2 proposant des contrats à long terme. L'une était à distance, l'autre nécessitait un déménagement sur la côte ouest. J'ai choisi la dernière. Un changement de lieu, une réécriture totale du décor. Quand j'ai annoncé le déménagement sur LinkedIn, le message a explosé, plus de 2000 réactions. Félicitations d'anciens mentors, de pairs respectés et de directeurs de contrat. Ryan n'a pas aimé. Sarah n'a pas commenté. Maman n'a rien envoyé, ce qui était un message en soi. Une semaine avant mon départ, une carte manuscrite est arrivée. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture de Sarah. Je pense que je comprends enfin. Je suis désolé pour toutes les fois où je n'ai pas demandé. Je suis désolé de ne pas avoir vu ce qui était juste devant moi. Je sais qu'il est trop tard, mais je suis fier de toi, et j'espère qu'un jour je pourrai regagner ne serait-ce qu'une partie de ta confiance. Pas d'excuses, pas de défense, juste ça. Je ne l'ai pas encadré ni jeté.
je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau sous un carnet rempli de notes classifiées, un rappel qu'une tentative sincère de prise de responsabilité avait finalement percé, même s'il était trop tard pour changer les dommages structurels. J'ai déménagé sur la côte ouest et je me suis plongé dans la nouvelle agence. Elle était logée dans un parc industriel anonyme, tapis gris, pas de tapas accent Graveleuil, mais le travail était immédiat et vital. 3 semaines plus tard, on m'a confié la direction d'une revue de sécurité spéciale, un balayage interne, à la recherche de vulnérabilités que d'autres avaient manquées. C'était une cocotte minute. 2 semaines, 0 fuite, aucune erreur. J'ai fait des journées de 14 heures et j'ai travaillé tout le week-end. Personne ne m'a micro-géré. Ils m'ont juste fait confiance. Quand le rapport a atterri, il était hermétique, signalant 3 problèmes critiques qui ont conduit à une réécriture de protocole pour toute une division. Mon directeur m'a arrêté dans le couloir. « On vous fait monter », a-t-il dit. Pas pour le rapport, mais pour la façon dont vous avez géré la pression. C'est comme ça que j'ai obtenu le titre de conseiller principal des systèmes. Pas mal pour le bon à rien qui travaillait soi-disant depuis son canapé. À l'automne, les répercussions sont revenues à l'Est. J'ai appris par un cousin éloigné qu'Ethan était intervenu lors d'un dîner de famille. Quelqu'un avait fait une blague désinvolte sur le fait que j'étais trop important pour le brunch. Maintenant, Ethan était intervenu, calme mais ferme. Vous savez ce qu'il fait vraiment, n'est-ce pas? Le cousin a dit que la pièce était devenue silencieuse. Papa s'est tu. Ryan est parti tôt. Je n'ai ressenti aucune vengeance, juste une froide neutralité. L'équation qu'ils avaient utilisée pendant des années, Caleb égale insignifiance, ne s'équilibrait plus. Mon propre travail n'arrêtait pas de s'intensifier. J'ai été invité à des sommets à huis clos, des événements de l'industrie sans site web, où les téléphones étaient scellés dans des sacs opaques et où mon nom était raccourci en code. J'étais le plus jeune et la seule personne sans uniforme sur un panel à enjeux élevés. Le modérateur m'a présenté en une seule phrase. Son travail empêche les choses de se briser là où ça compte le plus. Cette phrase m'est restée, empêcher les choses de se briser, garder les systèmes en sécurité, souvent pour des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient en danger, sans crédit ni applaudissements. Tard une nuit d'hiver, j'examinais un rapport de vulnérabilité sur un sous-traitant civil. C'était le genre de vulnérabilité qui pouvait provoquer une défaillance en cascade sur des systèmes critiques. Je l'ai signalé et je l'ai réorienté. En signant le dossier, j'ai pensé à Ethan et à son salut. Ce n'était pas de la pitié. C'était la reconnaissance de quelqu'un qui comprenait la gravité de ne pas poser de questions. Ce soir-là, un email inattendu est arrivé d'Ethan, objet vide. Je voulais juste que tu saches qu'ils commencent à écouter, lentement, mais ils le font. Pas de signature. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas supprimé. J'ai commencé à encadrer un analyste junior fraîchement diplômé. Elle m'a demandé si le travail devenait plus facile. Ça devient différent, ai-je dit. Et on apprend à faire confiance à son propre poids. Elle a hoché la tête, saisissant le tranchant du feu silencieux que j'avais enfin trouvé. L'aider me semblait plus satisfaisant que n'importe quelle réunion forcée. J'ai établi une heure fixe le vendredi pour le mentorat. Je construisais des choses qui comptaient, je renforçais la structure. Le reste, le vieux ressentiment, la blessure, je l'ai simplement laissé partir. La transformation n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est une boîte de réception silencieuse, un fil mis en sourdine, une porte que vous choisissez de ne pas ouvrir, même si vous en avez encore la clé. Il ne fallut pas longtemps avant que Sarah naissait à nouveau. Je sais que tu ne me dois pas de réponse, mais je suis désolé pour tout. Je l'ai laissée en suspens pendant 2 jours. Ma vie était fonctionnelle, respectée et pleine. Je n'avais pas besoin d'elle, mais ce n'était pas la même chose que de ne pas m'en soucier. J'ai finalement répondu, de quoi es-tu désolé exactement? Sa réponse a été immédiate et cette fois, véritablement sans filtre, pour avoir cru ce qu'il était plus facile de croire. Pour avoir laissé les gens te minimiser parce que cela rendait nos vies plus confortables? Pour avoir ri quand j'aurais dû demander? Pour ne pas avoir su à quel point tu portais. Et pour ne pas avoir essayé de le découvrir. C'était la première fois qu'elle était entièrement honnête. J'ai accepté un appel téléphonique. Elle n'a pas insisté sur 1 heure. Appelle-moi quand ça ne te semblera pas être un fardeau. Je l'ai appelée 2 nuits plus tard. Elle a décroché instantanément. Sa voix était calme, hésitante. Ethan m'a dit après cette nuit-là. Pas tout, juste assez, dit-elle.
J'ai écouté. Il a dit qu'il n'avait jamais vu ce genre de travail en dehors des opérations de combat. Il a dit, si je savais ne serait-ce que la moitié de ce que tu fais, je ne t'appellerais plus jamais un bon à rien. Il t'a salué. J'ai déclaré sans émotion. Je sais. Il a dit, tu le méritais plus que la plupart des officiers avec qui il a servi. Je ne savais pas quoi faire de ça. Ça m'a fait réaliser à quel point je me suis fié à la version facile de toi. Je n'ai jamais posé les questions difficiles, et quand maman ou Ryan faisait des commentaires, j'ai laissé faire. Je suis désolé. Le silence n'était pas tendu. Il était nouveau. Je ne suis pas en colère contre toi, Sarah. Je lui ai dit. Mais je veux que tu saches que je ne suis plus celui que j'étais. Je n'ai plus la bande passante pour gérer le confort des autres. Je comprends. Dis-moi tes limites. Je les ai énoncées. Plus de pique. Plus de silence quand on me minimisait. Plus de faire semblant que le passé n'est pas arrivé. Si elle voulait une relation, elle devait commencer ici. Construite sur le respect, pas l'obligation. Elle a accepté immédiatement. D'accord, c'est juste. Nous avons parlé pendant 20 minutes, prudemment. Elle faisait du bénévolat pour une organisation à but non lucratif aidant les conjoints de militaires à faire la transition, réalisant à quel point il existait un travail invisible essentiel. Ça te dit quelque chose ? A-t-elle demandé avec un rire hésitant dans la voix. Un peu, ai-je concédé. Après l'appel, je me suis senti calme. Nous avons commencé à parler de temps en temps, cordialement. Elle m'a envoyé des articles sur les contrats de défense. Je lui ai envoyé un podcast sur le leadership. La blessure n'était pas guérie, mais l'hémorragie avait cessé. Elle m'a demandé si j'envisagerais de venir à un autre dîner de famille. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. C'est d'accord, a-t-elle répondu. Je veux juste que tu saches que tu serais le bienvenu, même si c'est inconfortable pour tout le monde. Elle ne me ramenait pas dans l'ancien scénario. Elle offrait un espace selon mes propres termes. La distance est devenue ma nouvelle norme. Ma vie était construite sur le respect de soi, remplie de gens qui posaient de vraies questions. La semaine dernière, j'ai formé une équipe de nouveaux analystes. L'un d'eux a demandé si je m'étais déjà senti négligé au début. Je n'ai pas raconté toute l'histoire, j'ai juste dit que je confondais le silence avec la paix. Ce n'était pas le cas. C'était un rasoir. J'ai revu mes parents récemment. Ce n'était pas prévu. Je parlais à un panel privé en Virginie du Nord, petit public restreint, principalement des chefs d'agence. Ma mère a découvert d'une manière ou d'une autre. Je suis entré dans le bâtiment et je les ai vus debout tranquillement près du mur du fond. Ils n'ont pas approché ni fait de signe. Ils ont juste écouté. Ils n'ont pas compris les spécificités de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement dont je discutais, mais ils n'ont pas interrompu ni sont partis plus tôt. Quand le panel s'est terminé, papa a attendu que le couloir se vide, puis s'est avancé. « Tu avais l'air d'être à ta place là-haut », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je l'étais. Il n'a pas demandé ce que je faisais. Il n'a pas remué le passé. Il m'a juste regardé sans essayer de me résoudre, mais avec un simple respect. Nous ne savions pas, a-t-il finalement admis. Je sais, ai-je dit. C'était ça le problème. Ryan est resté silencieux et la piqûre a disparu. C'est son choix. Son identité construite sur une validation superficielle. Ethan et moi échangeons des emails occasionnels. Il a demandé une recommandation de ressources pour un officier en transition. J'ai envoyé le nom, puis j'ai ajouté « et merci pour cette nuit-là ». Sa réponse « je ne te rendais pas service, Caleb ». Je montrais juste à la salle qui tenait réellement la structure, le cliquetis de cette fourchette, les mots « monsieur », le silence choqué. C'était la vérité qui parlait plus fort que la fausse histoire qu'ils avaient construite. Ma vie tranquille est maintenant pleine, respectée et autonome. J'ai gagné ma paix, et c'est un héritage que personne ne peut m'enlever. C'est ça, pour moi, la vraie victoire. Le cliquetis de cette fourchette, le mot « monsieur », le silence choqué. C'était la vérité qui parlait plus fort que la fausse histoire qu'ils avaient construite. Ma vie tranquille est maintenant pleine, respectée et autonome. J'ai gagné ma paix, et c'est un héritage que personne ne peut m'enlever. C'est ça, pour moi, la vraie victoire. La vie sur la côte ouest s'est installée dans un rythme satisfaisant. Le travail à l'agence était intense,
exigeant de la concentration et une discrétion absolue. Je ne me battais plus pour respirer contre un courant sous-jacent toxique d'attente familiale. Je respirais l'air pur et vif du travail conséquent. Mes journées se passaient au cœur de l'architecture des communications sécurisées, de la modélisation des menaces et de la direction de petites équipes à fort impact. J'étais l'un de ces visages qui ne faisaient jamais la une des journaux, le nom qui n'était pas sur le communiqué de presse, mais mes empreintes digitales étaient sur la stabilité de plusieurs systèmes critiques. Ici, la compétence était la seule monnaie, et les applaudissements se mesuraient au son de rien qui ne se brise. J'ai commencé à me réserver du temps personnel sans pitié. J'ai fait des voyages en solo sur la côte, passant des week-ends loin des écrans, laissant le vent du Pacifique dissiper le bruit de mon esprit. J'ai lu des livres qui n'avaient rien à voir avec le code ou la défense, j'ai rencontré des gens qui appréciaient la connexion plutôt que les références, et j'ai construit un petit cercle de confiance de collègues qui comprenaient le concept d'une vie compartimentée. Dans cette nouvelle routine, le souvenir de ces dîners de famille s'est estompé d'une blessure récurrente à une cicatrice légère, un rappel, pas une source constante de douleur. Je ne les détestais pas. J'ai simplement dépassé l'espace qu'ils occupaient dans mon paysage émotionnel. Ma relation avec Sarah est restée prudente. C'était un exercice de construction de quelque chose de nouveau à partir des cendres de l'ancien. Nous échangions des textos, pas quotidiennement, mais intentionnellement. Elle posait une question sincère sur mon équilibre travail-vie personnelle, et je posais des questions sur son travail associatif de soutien aux familles de militaires. Nous parlions en marge de nos parents, revenant toujours aux limites. Elle ne m'a jamais demandé d'appeler maman ou de persuader Ryan de changer. Elle comprenait qu'elle avait affaire à un Caleb différent maintenant, un qui avait érigé des fortifications près desquelles elle était autorisée à se tenir mais pas à franchir sans invitation. Ses progrès n'étaient pas linéaires. Elle dérapait de temps en temps, essayant de revenir aux anciens schémas confortables, mais elle se corrigeait rapidement, faisant preuve de responsabilité. C'était suffisant. Cela prouvait qu'elle ne cherchait pas seulement la vérité sur mon travail. Elle cherchait une version plus honnête d'elle-même. Maman et papa, cependant, ont eu du mal avec la nouvelle réalité. Leurs tentatives de contact étaient souvent des efforts maladroits pour reprendre le contrôle du récit. Maman a envoyé un long email trop nostalgique détaillant mes réussites d'enfance, essayant de sauter complètement la dernière décennie de mépris. Je n'ai pas répondu. Papa a appelé une fois après avoir lu un blog obscur de l'industrie qui mentionnait mon agence. Il n'a pas posé de questions sur moi. Il a posé des questions sur les tendances du marché. C'était une interaction purement transactionnelle, prouvant qu'il me voyait toujours à travers une lentille d'utilité, pas de parenté. Je lui ai donné une réponse vague et non engageante et j'ai mis fin à l'appel poliment. La partie la plus difficile à accepter était que leur prise de conscience de ma valeur n'était pas une prise de conscience de ma valeur en tant que personne. C'était une prise de conscience de la valeur de mes références dans leur monde. Ils avaient voulu le statut qui venait avec un uniforme. Maintenant, ils voulaient le statut qui venait avec des contrats classifiés. J'ai refusé de les laisser convertir mon succès dans leur monnaie. Ryan est resté l'objet inamovible, choisissant de se retrancher dans son propre récit. Ces réseaux sociaux sont devenus un flux constant de publications mettant l'accent sur le service et les sacrifices des vrais professionnels. Une publication, clairement destinée à l'activité LinkedIn que j'avais vue récemment, le montrait en uniforme avec une légende pointue, certains construisent, d'autres parlent. Je choisis de servir. Les commentaires étaient remplis d'émojis de feu de son réseau de soutien local. Je l'ai vu, j'ai noté l'amertume transparente et je l'ai mis en sourdine de façon permanente. Il avait construit son identité en se tenant au-dessus de moi, j'ai retiré la fondation, et il s'est juste empressé de trouver quelqu'un d'autre sur qui marcher. Son insécurité n'était plus ma responsabilité de gérer. La vraie connexion que je cherchais a fleuri dans le domaine professionnel. Mon heure de mentorat le vendredi est devenue une pierre angulaire de ma semaine. J'ai lancé un petit programme interne discret pour identifier et nourrir les talents au sein de l'agence, en me concentrant sur les analystes qui faisaient preuve d'une intensité et d'une précision silencieuse, les mêmes qualités qui avaient été négligées dans ma propre vie. Je ne cherchais pas de diplôme de l'Ivy League. Je cherchais les gens qui pouvaient lire entre les lignes rouges. Une jeune analyste, une femme silencieuse d'origine rurale, me rappelait mon jeune moi. Elle était vive, techniquement brillante, mais constamment sous-estimée en groupe. Pendant nos entretiens individuels, je ne lui ai pas appris le code. Je lui ai appris à s'approprier son espace. Votre silence n'est pas une vulnérabilité, lui ai-je dit. C'est une arme.
Apprenez à l'utiliser pour laisser les autres se tromper et ensuite livrer la vérité avec une précision chirurgicale. Ne parlez pas plus fort, parlez avec plus de poids. Elle a finalement décroché un rôle clé sur un projet qui exigeait une autonomie extraordinaire et a livré un travail impeccable. Ce succès, la connaissance silencieuse que j'avais aidé à changer la trajectoire de quelqu'un, était la forme d'héritage la plus gratifiante que je pouvais imaginer. La dernière pièce de la clôture est venue d'un endroit inattendu. J'étais de retour en Virginie du Nord pour un briefing de haut niveau, le genre où les participants transportaient des mallettes sécurisées et où le café avait le goût d'une urgence filtrée. L'agence insistait pour utiliser un service de chauffeur discret. Le dernier matin, mon chauffeur, un ancien entrepreneur militaire avec une coupe de cheveux stricte et un accord de non-divulgation encore plus strict concernant son passé, m'a déposé à l'installation. En sortant, il a hoché la tête, ses yeux rencontrant les miens dans le rétroviseur. « Bonne chance là-dedans, monsieur », a-t-il dit. L'utilisation de l'adresse formelle était courante dans ce monde, souvent utilisée par respect professionnel pour un client ou un conseiller. Mais venant de lui, cela semblait différent. Il n'était pas Ethan. C'était un parfait inconnu. Mais il reconnaissait la même vérité. Le travail exige le respect, quelle que soit la veste que vous portez. J'ai marqué une pause, regardant l'installation anonyme, les murs qui contenaient des secrets, et la vie que j'avais lutté pour construire à l'intérieur. Je n'avais pas changé de carrière pour les applaudissements. Je n'avais pas déménagé à travers le pays pour la vengeance. Je l'ai fait pour le droit d'être vu correctement. J'ai pensé à la carte de Sarah rangée dans le tiroir de mon bureau. J'ai pensé au visage surpris de papa dans le couloir. J'ai pensé au ricanement perpétuel de Ryan. Aucun d'entre eux ne pouvait vraiment me blesser maintenant, parce que la structure interne, le noyau de Caleb Vance, était enfin solide. La validation externe était sans importance. Je me suis retourné vers le chauffeur. « Merci », ai-je répondu. « Bonne rotation. » L'échange a été bref, professionnel et complet. En franchissant le tourniquet de sécurité, le badge scanné et vérifié, j'ai réalisé que la victoire n'était pas le moment où Ethan m'a salué. La victoire était le fait que je n'avais plus besoin que quiconque le fasse. Ma paix était permanente parce qu'elle était générée de l'intérieur. C'était une vie où j'étais le personnage principal de ma propre histoire. Et le récit était défini non pas par les faibles attentes de ma famille, mais par ma propre quête silencieuse et acharnée de l'excellence, que j'ai conclu être ce à quoi ressemble vraiment la justice silencieuse. L'échange avec le chauffeur, professionnel, succinct et respectueux, a marqué le dernier changement subtil dans mon monde. Je suis entré dans l'installation sécurisée, l'air conditionné frais de la salle de briefing frappant mon visage, et j'ai ressenti une profonde paix installée. Ce n'était pas le genre de paix qui vient de l'absence de bruit, mais le genre qui vient de la cessation du conflit interne. Je ne combattais plus le fantôme des attentes de ma famille. Je me tenais là, attendant que le briefing commence, regardant la panoplie d'analystes de premier plan et de responsables de l'agence s'installer. Chaque visage portait le poids indubitable d'une sérieuse responsabilité. Des gens qui comprenaient que le véritable coût de l'échec n'était pas l'embarras, mais un silence catastrophique. Ici, parmi des gens qui opéraient dans l'ombre d'un travail vital, je n'avais pas besoin de justifier mon diplôme, mon salaire ou mon choix de renoncer au circuit des universités d'élite. Ma présence était ma référence. Mon silence était simplement la compétence sous pression. Ce sentiment d'appartenance, ai-je réalisé, était ce dont j'avais vraiment manqué à l'Est. Ce n'était pas la validation de papa ou de maman. C'était la reconnaissance du système lui-même. J'avais passé ma trentaine à croire que la plus haute forme d'amour était de se présenter pour des gens qui ne me voyaient pas. Je savais maintenant que la plus haute forme d'amour de soi était de choisir de se présenter pour soi-même, pour le travail qui exigeait mon meilleur absolu et pour les gens qui reconnaissaient implicitement cet investissement. La plus grande révélation de toute cette saga ne concernait pas eux, mais la permission que j'avais involontairement accordée. J'avais blâmé leur traditionnalisme, leur mentalité de complexe militaro-industriel pour leur aveuglement. Mais la vérité était plus tranchante. Je m'étais laissé effacer. J'ai rationalisé mon silence comme un protocole alors qu'il s'agissait souvent d'évitement, plus facile d'avaler l'insulte que d'articuler une vérité qu'ils étaient déterminés à nier. J'ai joué la carte du consultant parce que cela me semblait moins conflictuel que de déclarer « Je conçois et audite l'architecture de sécurité des systèmes que votre gendre utilise en déploiement ». La trahison la plus profonde n'était pas leur mépris. C'était ma propre complicité à rétrécir ma valeur pour maintenir une harmonie familiale superficielle.
Cette prise de conscience, que le pouvoir de me définir reposait entièrement sur moi, a été le point de pivot. Le jour où j'ai cessé d'attendre que le récit familial m'inclue a été le jour où j'ai vraiment commencé à vivre. J'ai cessé d'anticiper la piqûre du prochain ricanement de Ryan. J'ai cessé de préparer des arguments pour défendre mon manque d'uniforme. J'ai cessé de graviter autour de leur monde et j'ai commencé à construire un système solaire à moi. Ma vie est maintenant définie par la qualité, pas la quantité. Mon bureau sur la côte ouest est petit, sans fenêtre et parfait. Le manque de vue force la concentration vers l'intérieur, vers le travail complexe et méticuleux qui remplit mes écrans. Sur le coin de mon bureau, je garde cette photo encadrée de la côte déchiquetée, une représentation visuelle des nouvelles limites que j'ai établies. Belle, résiliente et absolument non négociable. Et rangée, toujours, se trouve la carte de Sarah. Je ne la regarde pas souvent, mais sa présence symbolise que certains dommages peuvent être reconnus même s'ils ne peuvent pas être entièrement réparés. Sa communication prudente et continue est un témoignage du fait que la prise de responsabilité, même tardive, peut conduire à la construction lente et laborieuse d'un nouveau type de connexion. Ce n'est pas la proximité de frères et sœurs, mais le respect mutuel de deux adultes qui ont survécu à une histoire commune. Je repense aux derniers mots de papa après le panel en Virginie du Nord. « Tu avais l'air d'être à ta place là-haut. » Et ma réponse, je l'étais. Je sais. La beauté de cet échange résidait dans l'omission. Il n'a pas dit que nous avions tort. Il n'a pas dit que nous étions désolés. Il a seulement reconnu le résultat visible externe. Et je n'ai pas insisté pour obtenir les excuses que j'avais autrefois désirées. J'ai simplement accepté la nouvelle vérité qu'il a été forcé d'observer. Le besoin de vengeance s'est évaporé au moment où j'ai réalisé que ma valeur était évidente, non contingente à son affirmation. Quant à Ryan, son silence n'est plus qu'un bruit de fond, un bourdonnement lointain auquel je n'ai plus besoin de prêter attention. Je comprends qu'il a besoin du cadre traditionnel, de l'uniforme, du badge, du grade facilement digestible pour définir son propre sens de soi. Me retirer de sa sphère de comparaison a été un acte de gentillesse envers moi-même et peut-être un moment forcé d'auto-réflexion pour lui, bien que je doute qu'il l'ait accepté. La relation avec Ethan est le résultat le plus curieux. Elle reste professionnelle, construite sur une connaissance partagée des enjeux. Il ne m'a pas vu comme un beau-frère, mais comme un nœud crucial dans l'infrastructure opérationnelle, ce qui est une forme de respect profond qui transcende la dynamique familiale. Le salut était sa reconnaissance que je n'étais pas simplement adjacent à leur monde. J'étais l'une des mains invisibles qui soutenaient la structure. On me demande souvent maintenant, lors de mes séances de mentorat silencieuses, sur le parcours, sur le fait de se sentir négligé. Je leur dis toujours de faire la distinction entre le silence et la paix. Le silence dans ma famille était une arme utilisée contre moi. C'était l'espace qu'ils remplissaient de leur projection de mon échec. La paix dans ma vie actuelle est la force intérieure qui me permet d'ignorer le bruit et de me concentrer sur le signal. On n'atteint pas la paix en criant la vérité. On l'atteint en vivant la vérité si complètement que les opinions extérieures perdent leur autorité. C'est l'essence de la justice silencieuse. Ce n'est pas une confrontation enflammée. C'est un retrait froid et délibéré d'accès et d'énergie. C'est l'acte profond de se choisir soi-même, sa stabilité et ses réalisations réelles plutôt que le mensonge réconfortant d'une relation dysfonctionnelle. Je n'avais pas besoin qu'il change la légende d'une photographie. J'ai changé tout le sujet de l'histoire. Je porte mon héritage non pas dans des certificats encadrés, mais dans la stabilité des systèmes que je protège, dans le succès des analystes que j'encadre, et dans la certitude silencieuse que je vis une vie alignée sur mes valeurs les plus profondes, l'autonomie, la compétence et l'intégrité. L'ancien monde exigeait que je supplie pour une place à la table. Mon nouveau monde me demande simplement d'apporter mon expertise. Et cette différence entre supplier et apporter est toute la mesure de ma paix durement gagnée. Je ne suis plus défini par ce qui me manque à leurs yeux, mais par le poids substantiel de ce que je porte dans les miens. C'est ma vérité et je l'assume complètement.